On va voir maintenant le processus planifier la gestion des communications. Ce processus va s'assurer que les communications qui doivent être reçues sont reçues sous le bon format au bon moment. Ce processus aussi va s'assurer que des emails qui doivent pas être reçus ne soient pas reçus et ne soient pas lus par certaines personnes. Donc nous allons gérer l'ensemble des communications du projet. On va éviter aussi d'envoyer des emails, de flouder, de spammer, d'envoyer des communications qui ne soient pas intéressantes pour les parties prenantes. Parce qu'à force d'envoyer des communications inappropriées, les parties prenantes, de plus en plus, vont éviter d'ouvrir des emails et vont considérer que ce sont des emails qui ne sont pas importants ou inopportuns. Combien de fois aussi des personnes qui doivent être informées ne le sont pas sur un projet. Donc, c'est le seul processus de planification de la communication qui est lié au groupe de processus planification. C'est-à-dire que c'est le seul processus qu'on exécute au moment de planifier la communication. De toute façon, la communication et les parties prenantes sont deux processus très liés. Nous communiquons pour engager positivement les parties prenantes, et pour engager les parties prenantes, nous avons besoin d'une bonne communication. Donc, en donnée de sortie de ce processus, on va avoir le plan de gestion de la communication. C'est-à-dire que, par exemple, pour chaque message, on va dire qui est l'émetteur, qui sont les destinataires, pour éviter d'envoyer le message à d'autres destinataires, par quelle méthode on doit envoyer ce message et à quelle fréquence. Et on peut même zoomer par destinataire. On peut même zoomer par destinataire ou groupe de destinataires, de telle manière que le même message, envoyé par le même émetteur, on n'utilise pas la même méthode et la même fréquence pour tous les destinataires. Donc ce plan, on va y détailler les exigences, les informations à communiquer, la langue, le format, le contenu. Ça c'est juste un modèle. Il faudra utiliser votre propre modèle. Quel est le processus d'escalade? Quand il y a un problème, qui doit-on contacter? Par quel moyen? Quelle est la raison? À quel intervalle et fréquence? Qui est responsable de la communication? Est-ce qu'il y a des personnes chargées d'autoriser certaines communications? Surtout pour les communications à l'extérieur de l'équipe projet. Qui sont les destinataires, les méthodes, les technologies, le diagramme de flux d'informations, par quelle étape passe l'information? Est-ce qu'il passe par des approbations? Est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires en termes de confidentialité, en termes d'archivage de l'information? Et puis, on peut être amené, bien sûr, à mettre à jour le plan des parties du plan de management du projet, comme le plan d'engagement des parties prenantes. Comme on l'a dit, nous sommes en train de communiquer pour engager positivement les parties prenantes dans l'intérêt du projet. Donc forcément, si on a un plan de communication, on va affecter le plan d'engagement des parties prenantes. On peut aussi mettre à jour l'échéancier du projet, rajouter des dates de communication clés, des dates d'événements clés, et forcément modifier le registre des parties prenantes en rajoutant certaines parties prenantes qui seront affectées ou en indiquant de quelle manière les parties prenantes seront contactées. Donc, on va voir un peu quels sont les objectifs du processus de la planification de la gestion des communications. Donc, ce processus sert à élaborer une approche et un plan de communication approprié. On va adapter aussi la communication à chaque partie prenante ou groupe de parties prenantes et on va avoir une approche qui est documentée et qui permet d'engager les parties prenantes de manière efficace et effective.
On va aussi envoyer les informations pertinentes en temps opportun. Alors, cette communication, elle touche bien sûr l'équipe, le client, le sponsor et le reste des parties prenantes. Et puis aussi, dans certains cas, ceux qui gèrent le portefeuille, le programme et les autres chefs de projet. La communication affecte aussi même le PMO quand il existe, par exemple pour lui envoyer les leçons apprises. Alors, comme élément important, le plan doit être révisé régulièrement et modifié si nécessaire, parce qu'on a fait un plan, mais après sur le terrain, on va voir si notre plan est en train d'engager positivement les parties prenantes. Le plan peut changer d'une phase à une autre, les besoins peuvent changer. Donc c'est un document qui est mis à jour régulièrement. Et il est modifié s'il y a un changement de communauté des parties prenantes et au début de chaque phase. Très tôt, on élabore ce plan parce que on identifie et on élabore le plan rapidement dans le projet. C'est pour un peu limiter et faire engager les parties prenantes au plus tôt. On a vu aussi que les parties prenantes ont un plus grand pouvoir au début du projet plus qu'à la fin du projet. C'est pour ça qu'on essaie de les détecter très rapidement et de les engager très tôt sur le projet. Il y a aussi ce qu'on appelle les 5 C de la communication. Donc une communication doit être correcte, elle doit être concise, on ne met que ce qui est nécessaire, doit être clair, compréhensible par tout le monde, cohérente, donc cohérente avec les communications précédentes aussi, et doit être contrôlée et maîtrisée. Donc ce processus va nous donner en sortie un plan de gestion des communications, et on peut mettre à jour le plan d'engagement des parties prenantes. Ces deux plans font partie du plan de management du projet, et on peut mettre à jour par exemple l'échéancier du projet avec des dates clés. Et ces documents font partie des documents du projet. Donc on a besoin de la charte du projet, bien sûr, comme le reste des plans. On a besoin aussi du plan de gestion des ressources. Le plan de gestion des ressources, on peut y trouver des conseils sur la façon, par exemple, dont les ressources de l'équipe sont classées, comment ils sont affectés, comment ils sont gérés, libérés. Donc on peut voir sur le plan de gestion des ressources un découpage des ressources. Ça nous permet un peu de mieux cibler certains groupes de parties prenantes. Le plan aussi, il peut décrire un peu quels sont les besoins de communication pour gérer les ressources. Et bien sûr, le plan d'engagement des parties prenantes. Quel est notre plan pour faire en sorte d'amener les parties prenantes positivement? Donc on a besoin de communiquer avec les parties prenantes pour les amener positivement aussi. Donc on a besoin aussi de la documentation des exigences pour savoir qu'est-ce qu'on va communiquer aussi. Donc les exigences, on peut y trouver ici une liste d'exigences en matière de communication. Et on peut trouver aussi avec les parties prenantes, quand on recueille les parties prenantes, leur poids, leur pouvoir, leur intérêt sur le projet. Ça nous aide à mieux définir le plan de communication. Les outils et techniques, je préfère les voir sur les slides suivants. Donc, on va utiliser le jugement à dire d'experts, peut-être des experts en communication, par exemple, ou des experts qui connaissent un peu le pouvoir qui influence qui dans l'entreprise. Ça aussi, ça peut nous servir sur le plan. Et on va analyser les exigences en matière de communication. On va voir les exigences des parties prenantes, quel est le nombre de voies ou de canaux potentiels de communication. On va analyser les organigrammes. On va voir quelle est l'approche de développement. Dans les projets agiles, il y a énormément de communication. Il y a, si on utilise la méthode Scrum, il y a ce qu'on appelle les daily stand-up. C'est des réunions de 5-10 minutes qu'on fait tous les jours, des réunions debout pratiquement. Donc en fonction un peu de quelle est notre approche sur le projet, on va élaborer le plan. Et on va voir quelle est la logistique qui est liée au nombre et à l'emplacement des personnes.
Si on doit communiquer à des centaines de personnes, c'est pas le même moyen de communication que si on doit envoyer ou communiquer à 6 personnes dans une salle de réunion. Donc, en fonction du nombre, on va adapter la communication. Et si le besoin d'information, il est en interne ou en externe, on ne peut pas tout communiquer en externe, donc il faut adapter aussi à ce type de critères et faire attention aux exigences juridiques. Alors, comme outil technique, on va utiliser les technologies de communication. Et les technologies, on va choisir la technologie en fonction de l'urgence, par exemple, du besoin. Si c'est très urgent, on va plus utiliser le téléphone que l'email, par exemple. En fonction de la disponibilité et de la fiabilité de la technologie. En fonction de la facilité d'utilisation, en fonction de l'environnement du projet, de la confidentialité, de la sensibilité. Donc tout ça va un peu induire le choix de la technologie de communication. Alors, les modèles de communication, ils sont connus. C'est les modèles émetteur-récepteur. Donc il y a un émetteur, il y a un récepteur, et il y a un encodage du message et une transmission du message. Et de l'autre côté, le récepteur décode le message. Alors, dans certains modèles de communication, il y a des accusés de réception et il y a des retours d'information. Donc, il y a l'émetteur qui encode le message selon sa culture, selon ses préjugés, et il va envoyer un message. Des fois, il y a du bruit qui perturbe le message. Donc, c'est les experts en communication qui vont faire en sorte de réduire ces bruits. Par exemple, le choix du support. Si on met des images dans une présentation, ça peut un peu détourner un peu l'attention. Si le message se fait dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit ambiant, donc le message sera mieux compris. S'il y a beaucoup de bruit, donc ça va interférer. Et de l'autre côté, il va y avoir le décodage du message et un envoi d'accusé de réception. Donc il va dire oui, j'ai compris, non, j'ai pas compris. Et l'accusé aussi est en fonction de la technologie que l'on utilise aussi. Et le récepteur va lui-même aussi encoder le message et envoyer un retour d'information en fonction de sa culture et de ses préjugés. Il y a une formule qui permet de calculer le nombre de canaux de communication. Le nombre de canaux de communication est égal à n, n c'est le nombre de parties prenantes, fois n-1 sur 2. Par exemple, imaginons que l'on ait deux parties prenantes. Utilisons cette formule. 2 fois 2 moins 1, c'est 2 fois 1, divisé par 2. Nous avons qu'un seul canal. Donc, entre deux personnes, il n'y a qu'un seul canal, un seul lien. S'il y avait 3 personnes, donc ce serait 3 fois 3 moins 2, c'est 3 fois 2, c'est égal à 6. 6 divisé par 2, nous avons 3 canaux de communication. Donc le premier peut parler avec le deuxième avec le troisième, et le troisième peut reparler avec le premier. Nous avons 3 canaux. Cette formule permet de calculer le nombre de canaux de communication. Donc ici, c'est juste une autre façon un peu de rajouter des éléments qui sont liés au langage non verbal. Quand on envoie un message, notre posture, les gestes avec lesquels on confirme notre message, notre façon de nous tenir, l'intonation, le rythme des mots, tout cela est englobé dans ce que l'on appelle le non-verbal. Et une grande partie du message est d'ailleurs dans le non-verbal. L'écoute active désigne le fait de reformuler un peu le message pour s'assurer qu'il a bien été compris par les deux parties. Alors, comme outil de communication, on avait vu un peu les technologies de communication, il y a aussi les méthodes de communication.
les méthodes, il y a la méthode interactive. Hein, et c'est un échange multidirectionnel en temps réel. Il y a la communication push, c'est-à-dire qu'on envoie à des récepteurs spécifiques un message. Il y a la communication pull, c'est-à-dire là, ce n'est pas l'émetteur qui envoie, mais c'est plutôt les récepteurs qui vont aller chercher l'information. Ils vont eux-mêmes aller extraire l'information. Ça veut dire on dépose l'information quelque part et eux, en fonction de leur disponibilité ou du besoin, quand est-ce qu'ils ont besoin de l'information, ils vont aller retirer l'information. Généralement, on utilise ce type d'approche ou de méthode quand il y a beaucoup d'informations importantes et complexes à aller récupérer et que c'est pas évident d'envoyer ces informations complexes dans un email, par exemple. Il y a aussi différentes approches. L'approche interpersonnelle, généralement de face à face. Donc, quand on veut avoir des discussions 1 à 1, quand on veut convaincre certaines parties prenantes, quand le sujet est délicat, donc on peut utiliser cette approche. Il y a en petit groupe de 3 à 6 et en public. Un seul orateur qui s'adresse à un groupe. Ou même communication de masse quand le groupe est important et on parle des fois même à des anonymes. On peut aussi communiquer à des réseaux sociaux. Donc il y a un seul orateur qui s'adresse à un groupe et ça peut être formel ou informel. Ça peut être écrit, verbal ou même non verbal. Quand on dit non verbal, cela veut dire aussi des expressions faciales qui vont renforcer notre message et des attitudes qui vont renforcer aussi le message. Ils doivent d'ailleurs être cohérents, ces attitudes cohérentes avec le message que l'on veut faire passer. Donc quand on dit verbal, c'est aussi les phrases et les mots choisis. Et puis, nous avons plusieurs méthodes et supports possibles. On peut communiquer via des panneaux, via des lettres d'information, des magazines, des communiqués de presse, des rapports annuels, des emails, des portails, présentations, des briefings. Donc, on voit que l'on a plusieurs méthodes de communication, différentes approches, plusieurs supports. Et c'est là qu'on a besoin un peu d'un expert qui va nous aider, nous guider sur quelle est la bonne méthode, l'approche, le moyen, la technologie à utiliser pour atteindre notre cible. Alors, il est intéressant de rajouter aussi que la communication peut être formelle ou informelle, elle peut être verbale ou écrite. Elle est formelle et écrite, surtout quand on communique des documents de type plan de management du projet ou quand on communique des documents formels, comme la charte du projet, comme des rapports par exemple, même s'ils sont physiques ou les rapports sont physiques ou électroniques. La communication, elle peut être formelle mais non écrite, elle peut être verbale, formelle et verbale, par exemple dans de réunions planifiées, quand on fait des briefings à des parties prenantes, mais on peut utiliser aussi une communication informelle. Elle peut être informelle et écrite, par exemple dans le cas d'email, de notes écrites, de messagerie instantanée, de réseaux sociaux, de sites web. On peut même utiliser ce type. Mais elle peut être aussi informelle et verbale. Par exemple, quand on fait des réunions qui ne sont pas planifiées, les conversations que l'on a tous les jours, ça c'est des communications informelles et verbales. Et on peut adapter le type de communication au type de document. Plus le document nécessite une formalité, plus il va être forcément peut-être formel, plus il faut garder une trace, plus il va être écrit, plus ça ressemble à des débriefings, à des réunions, à des conversations, plus ce sera de type verbal.
Alors, aussi comme outil et technique, on a besoin de compétences interpersonnelles et d'équipe, encore plus qu'ailleurs, forcément. On va évaluer quels sont les styles de communication à privilégier. Il faut comprendre un peu, il faut avoir une conscience politique, comprendre un peu les rapports de force, formels et informels. Hein. Il faut avoir aussi une conscience culturelle, comprendre les différents groupes, comprendre les différentes personnes. Entre des régions, entre des régions différentes, le même mot, le même message peut être compris de manière très différente. Hein. Il faut faire attention à ça. Et puis on va représenter des données en utilisant par exemple une matrice d'évaluation d'engagement des parties prenantes. Alors cette matrice est intéressante dans le fait que on peut ici mettre la liste des parties prenantes, mettre quel est leur état par rapport au projet. Hein. On peut découper cet état en 5 états. La partie prenante peut être inconsciente par rapport au projet. Elle peut être résistante, elle est contre le projet, peut être neutre, n'a pas d'avis ni positif ni négatif par rapport au projet. La partie prenante peut supporter le projet, donc elle a des a priori positifs par rapport au projet, et il peut être même leader sur le projet. Ça veut dire qu'il est en train de faire un travail pour ramener toutes les autres parties prenantes à supporter le projet. Et à côté de chaque partie prenante, on peut mettre C ou D. C veut dire en anglais current, ça veut dire l'état actuel, et D, l'état désiré. Par exemple, la partie prenante 1 est inconsciente du projet, mais nous avons envie que cette partie prenante supporte le projet. Donc, on va représenter l'ensemble des parties prenantes et on va voir après quel type de communication va nous permettre de amener la partie prenante de l'état inconscient au fait qu'il supporte le projet. C'est la matrice d'évaluation de l'engagement des parties prenantes. Et on fait ça via des réunions. Donc, pour résumer, en sortie de ce processus, on va avoir le plan de gestion des communications. Maintenant, juste pour donner des exemples, imaginez que vous ayez un plan où il va y avoir des colonnes qui vont, par exemple, dire voici le type d'information, de rapport qu'on peut sortir sur le projet. Ça peut être l'état du projet, ça peut être des rapports, ça peut être des problèmes. Donc on liste un peu quel est le type de données. Le type de données. À côté de cette colonne où on liste le type de données qui sont générées sur le projet, on met à quel moment on doit communiquer sur ces données, sur ces informations, sur ces rapports. Quelle fréquence? On peut dire que c'est à la fin de chaque phase, au début de la phase, on peut dire chaque mois, on peut dire chaque semaine, donc en fonction de votre projet. Une fois que vous avez déterminé quel rapport et information vous devez envoyer quand, vous pouvez aussi rajouter comment. Est-ce que vous allez envoyer un PV, un rapport? Est-ce que vous allez le faire verbalement? Et puis, une fois que vous avez ces 3 colonnes, vous pouvez rajouter des colonnes dédiées à chaque partie prenante. Donc, vous allez lister les parties prenantes sur les autres colonnes et vous allez mettre peut-être des croix devant chaque partie prenante qui est concernée par ce type d'information, de format ou d'envoi. Après, au moment de l'exécution du projet, vous allez voir à quel point ce sera facile pour un responsable de communication de communiquer sans revenir à chaque fois vers le chef de projet et à quel point ce sera facile de mettre à jour ou de réadapter ce plan par rapport aux exigences du projet. Bien évidemment, pour avoir le plan, on a besoin de la charte, du plan de gestion des ressources. On va y avoir beaucoup de tout ce qui est organigramme, besoin en ressources en termes d'information et de communication, et surtout le plan d'engagement des parties prenantes.
On a vu qu'on avait besoin d'experts, d'experts qui vont nous donner un peu tout ce qui est conscience culturelle, essayer de comprendre les différences de culture entre les groupes de parties prenantes, comment ils vont interpréter le même message. Des experts qui vont nous apporter tout ce qui est conscience politique, qui influence qui, quels sont les pouvoirs formels et informels dans l'entreprise, et des experts en communication. Et on va analyser toutes ces exigences. On va choisir quelle technologie en fonction de la sensibilité, de l'urgence, de la fiabilité. On connaît un peu les modèles de communication, l'émetteur, le récepteur, le feedback, et puis tous les bruits qu'il y a autour. Et on va choisir la bonne méthode de communication. Est-ce qu'on doit utiliser une méthode interactive? On push, on pull. Pull pour quand il y a beaucoup d'informations et que c'est un peu complexe. Donc, c'est les personnes qui vont aller eux-mêmes récupérer l'information. Et des compétences interpersonnelles et d'équipe. Pour mieux comprendre un peu quel style, comprendre les politiques et les différences culturelles. Et on va peut-être représenter sur des matrices d'évaluation d'engagement des parties prenantes quel est le niveau actuel de la partie prenante, où est-ce qu'on veut l'emmener. Tout ça via des réunions.